Bonjour Badis Khenissa, donc vous êtes expert en relations internationales, comme Hajar l'a dit, les relations entre l'Algérie et la France aussi, entre tensions et tentatives d'apaisement sur fond de blocage diplomatique et divergence de politique. Bonjour Badis Khenissa. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors vous n'êtes pas sans savoir que le président de la République, lors de son interview accordée à l'opinion, le média français a utilisé la métaphore du cheveu de Mouawiya, Charles Mouawiya, pour expliquer sa volonté de préserver les relations avec la France malgré les différences. Cette relation ne tient qu'à un fil. Badis Khenissa, comment interprétez-vous dans un premier temps cette approche dans le contexte actuel avant de parler des voies d'apaisement éventuelles? Tout à fait, vous avez raison de le rappeler, c'est que le président de la République, lors de cet entretien exclusif, a d'abord est sorti un peu du silence et il a démontré aussi que c'est un président, effectivement, qui affectionne le dialogue, qui affectionne, je dirais, le sérieux aussi de l'État algérien, puisque le président n'a aucune objection par rapport à un quelconque dialogue, mais en revanche, il faut qu'il se fasse dans le cadre imparti, dans le cadre des règles à minima, à savoir d'État à État, et puis surtout aussi, il a rappelé un point fondamental qui est celui de tout président doit être maître de sa diplomatie, en référence bien évidemment à Emmanuel Macron, qui se doit peut-être à un moment donné de sonner la fin de la cour de récréation, et puis surtout aussi d'instaurer, on va dire, un dialogue avec des fondations saines, et c'est ce que veut le président. Le président d'ailleurs, il évoque aussi, moi j'aime le répéter à chaque fois dans cette interview, le président s'explique et ne se justifie pas. C'est Absolument. très important. Mm. Et le président aussi évoque des éléments sans équivoque aussi justement sur la capacité justement des deux pays à outrepasser cette adversité, d'outrepasser cette pénible épreuve qui est d'ailleurs alimentée, on pourra en parler par la suite, par une horde de haineux justement qui distillent un discours haineux, qui ont trouvé dans cette brèche effectivement un moyen pour arriver peut-être à casser cette relation, mais surtout à la détruire d'une manière irréversible. Donc le président Et a qui tout bon... s'exprime surtout au nom de la République française, parce qu'il invite concrètement, le président Macron ne s'est pas exprimé. Hein. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est pourquoi vous avez évoqué Charles Maouia, c'est toute la symbolique qui prend tout son sens. C'est-à-dire que le président de la République aussi, dans cette interview, aux allures d'ailleurs d'un espèce de préavis de rupture, d'un préavis justement d'interruption des relations, où il met en garde effectivement sur le fait qu'il faut reprendre les choses en main, il faut instaurer un climat et un contexte adéquat pour pouvoir établir un dialogue sain et un dialogue constructif et un dialogue surtout sérieux, mais quoi de mieux qu'effectivement de le faire via les canaux, je dirais, adéquats, via aussi les personnes qui peuvent porter ce dialogue, et surtout aussi officialiser, formaliser ce dialogue. Et il le fait en plus qui plus est à travers ce qu'on appelle une communication circonstancielle, dans laquelle il se devait d'éclairer justement l'opinion qui soit nationale française Oui. et puis surtout le monde, puisque je rappelle que son interview a connu un franc succès, a fait le buzz même à l'échelle internationale. Absolument. Et pour un dialogue sincère, il faut des conditions. Badis Renissa, selon vous, quels sont les prérequis indispensables pour établir une relation de confiance entre Alger et Paris? C'est ce que je disais, c'est qu'il faut commencer par le commencement. La diplomatie, c'est du sérieux. D'accord. Donc l'Algérie d'ailleurs elle l'a démontré à maintes reprises, que ce soit d'ailleurs sur la crise latente et sans précédent de post-indépendance avec la France, mais aussi à travers ses relations internationales avec les autres pays. Donc l'Algérie a cœur justement d'établir des relations bilatérales saines, mais surtout transparentes et respectueuses. Et d'ailleurs c'est un peu le bas blesse, c'est là où le point, je dirais, le point de départ, c'est effectivement je dirais cet acharnement notamment systémique de ce que j'ai qualifié de la droite extrême et l'extrême droite, qui s'adonne à cœur joie justement dans une liberté totale à casser de l'Algérie matin, midi et soir. Donc il faut que ça cesse, mais pour cela on a besoin effectivement je dirais, de restituer la diplomatie à ses propriétaires, je dirais, puisque aujourd'hui, nous pouvons dire qu'effectivement en France, il y a eu un hold-up sur la diplomatie française par justement cette droite extrême et cette extrême droite, qui se donne justement toute la latitude pour pouvoir, en plus d'une manière odieuse, d'une manière diffamatoire, des allégations, parfois même je dirais des fantasmes de partisans d'Algérie française, dans lequel il s'adonne à cœur joie justement je dirais, distiller des contre-vérités notamment à l'opinion française pour justement le monter
contre l'Algérie, surtout aussi pour créer un ennemi commun. Vous savez, en temps de crise, rien de mieux que justement créer un ennemi commun pour essayer de, je dirais, orienter l'opinion nationale vers d'autres priorités mineures et non pas se focaliser sur justement le plus important qui est le quotidien des Français notamment. Est-ce qu'il serait pertinent d'ouvrir plusieurs fronts, de nommer des acteurs sur des dossiers précis pour structurer justement le débat, offrir une analyse plus approfondie peut-être? Est-ce que vous pensez à des gens qui pourraient être médiateurs entre l'Algérie et la France? On a entendu certaines sources, on a vu certaines sources parler du sénateur Rachid Temal. Est-ce que vous pensez que c'est la personne adéquate? Est-ce que certains observateurs qui connaissent bien l'Algérie et la France parlent de Villepin? Est-ce que ce serait la personne adéquate pour justement entretenir cette médiation? Alors, encore une fois, la diplomatie, c'est du sérieux. L'Algérie, au fait, a à cœur d'avoir des interlocuteurs qui sont, je dirais, sérieux également. Qu'on ne peut pas s'autoproclamer les uns et les autres médiateurs et venir et se dire j'ai la bonne formule. Donc, vous avez évoqué effectivement quelques noms. Et d'ailleurs, De Villepin fait partie de ces voix dissonantes qui sont justement ce que j'ai qualifié de voix raisonnables et raisonnées, des voix éclairées, qui apportent justement cet apaisement, qui apportent aussi cette sérénité notamment dans ce dialogue, puisqu'on en a besoin effectivement, parce que, encore une fois, comme le président de la République, Abdelmadjid Tebboune l'a rappelé, il faut d'abord assainir la situation, il faut d'abord aussi contenir cette violence aveugle contre l'Algérie et ses intérêts et ce qu'elle représente, puisqu'aujourd'hui tout ce qui symbolise l'Algérie, et je peux évoquer la Grande Mosquée de Paris à titre d'exemple, font l'objet d'un ciblage systémique notamment. Donc, De Villepin pourrait incarner, mais bien évidemment, cela doit se faire dans un contexte et dans un cadre, je dirais, légal, dans un cadre aussi validé par les deux parties, et surtout aussi dans un cadre dans lequel on contextualise, on met en place des leviers, et puis surtout, qui dit dialogue, dit effectivement deux parties bilatérales qui ont besoin effectivement de créer un espace adéquat pour le faire. Vous avez dit De Villepin pourrait être la personne adéquate, pourquoi? Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que c'est quelqu'un d'abord qui, par ses positions du passé, en tant que ministre des Affaires étrangères, rappelons le chapitre de l'Irak, donc il y a eu quand même un engagement responsable vis-à-vis de cette guerre dans laquelle ils n'ont pas voulu prendre parti de l'époque de Chirac. Donc c'est quelqu'un aussi qui est rassembleur, c'est quelqu'un qui tient un discours cohérent, qui tient un discours aussi qui est teinté je dirais, d'objectivisme et non pas de subjectivisme ou même de personnalisation des problématiques comme le font certains, même parfois responsables politiques comme Bruno Retailleau, qui est ministre de l'Intérieur, que je rappelle, et qui est censé justement promouvoir le vivre ensemble et la cohésion nationale. Il fait tout l'inverse, en stigmatisant justement une partie de la société française, y compris donc les binationaux franco-algériens. Donc De Villepin, c'est quelqu'un aussi qui marche à tâtons, quelqu'un qui marche sur des œufs, quelqu'un qui aussi considère et, je dirais, valorise cette relation bilatérale où il sait pertinemment... C'est une partie neutre. Absolument, mais surtout qu'il sait pertinemment quel est le poids de ce pays qui est l'Algérie, ce pays continent, pays pivot, pays incontournable notamment à bien des égards, que ce soit dans la coopération sécuritaire, que ce soit économique, que ce soit... Quoi de mieux qu'avoir justement un pays continent, qui plus est un pays portail d'entrée et de sortie de l'Afrique. Est-ce que la mémoire, le dossier de la mémoire qui fait aujourd'hui de l'Algérie et la France cette relation passion complexe, est-ce que ça pourrait être un levier d'apaisement ou un point de blocage? Bedi Srenissa, je rappelle que la commission mixte sur la mémoire créée par le président français et le président algérien semblait être un pas vers l'apaisement, mais son travail a été ralenti par les tensions diplomatiques justement, Bedi Srenissa. Est-ce qu'aujourd'hui ça peut être un vrai levier? Je pense qu'il faut, encore une fois, je reviens sur cet assainissement obligatoire, y compris notamment sur cette page de l'histoire de la tragédie du projet colonial de la France. Il faut que la France regarde en face justement ces atrocités notamment et qu'on fasse le travail, qu'on fasse le deuil dans le respect bien évidemment, mais surtout aussi dans un cadre légal, dans un cadre aussi dépolitisé et dépassionné, il est très important de le dire, puisque rappelons ce qualificatif cher à la bouche justement de l'extrême droite et des nostalgiques de l'Algérie française et même de l'OAS et même parfois même nostalgique de le gouvernement Vichy notamment de collaboration avec les Allemands à l'époque, qui aiment répéter cette honte mémorielle. L'Algérie ne clémente pas, l'Algérie, elle demande
qu'effectivement qu'il y a un travail de fond, un travail objectif. D'ailleurs, je rappelle que Benjamin Stora, qui est membre de cette commission, a ce regard, a ce prisme justement d'approche notamment très objective, mais surtout aussi qui voudrait que la France, je dirais, fasse cette thérapie notamment, cette thérapie exutoire, en face de tout un peuple, toute une civilisation pour lequel il a souffert de ces affres de ce projet colonial. Donc il est important aujourd'hui, encore une fois, de mettre cela sur la table, d'en discuter d'une manière respectueuse et surtout de ne pas mettre je dirais, le bourreau et la victime sur le même piédestal. Pardon. Vous avez parlé de l'extrême droite, de Benjamin Stora. Moi, j'aimerais vous poser une question par rapport au plan de la droite et de l'extrême droite qui se poursuit avec des déclarations toujours aussi provocatrices. Le cas d'Éric Zemmour, qu'on connaît maintenant, c'est avec ses propos qui affirment que la colonisation française a, je cite, apporté la civilisation à l'Algérie. En quoi Bedi Srenissa, ces affirmations peuvent-elles nuire encore une fois aux relations algéro-françaises? Écoutez, et c'est là où le bas blesse, j'ai envie de vous dire, c'est que bon, après, il faut aussi contextualiser. Éric Zemmour ne représente que lui, Éric Zemmour ne représente que son micro-parti minuscule, donc faut-il rappeler que c'est quelqu'un qui n'a jamais gagné d'élection, quelqu'un qui d'ailleurs, à qui on a fait défection à la première occasion, notamment avec Marion Maréchal, qui n'a pas daigné de le quitter pour rejoindre sa tante. Donc voilà, c'est un épisode, c'est une série fiction qui font justement du Algérie bashing, notamment pour essayer d'établir ce qu'on appelle un braconnage électoral, par opportunisme aussi. Donc j'ai envie de vous dire, c'est pas que c'est de bonne guerre, c'est quelqu'un qui effectivement existe à travers justement la haine de l'autre. Et là, je ne parle pas que de l'Algérie. C'est quelqu'un qui veut être plus français que les Français. Sauf qu'à chaque fois, on le renverra ne serait-ce qu'à son nom et puis surtout à son faciès. Et c'est quelqu'un aussi qui est frustré par le fait qu'il n'a jamais réussi dans quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui a été aussi mis en orbite par Vincent Bolloré, je rappelle, à travers CNews pendant 2 ans, où il avait 1 heure d'antenne à chaque fois. Et d'ailleurs, ça précédait justement sa mise en orbite pour la présidentielle française. C'est quelqu'un qui est aussi un lièvre qui a apporté beaucoup à Marine Le Pen pour qu'elle puisse être au 2e tour. Donc c'est quelqu'un finalement qui est plus un pion, je dirais, dans une pièce théâtrale qu'un acteur véritable. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve je dirais les résultats, notamment des élections, où c'était vraiment ridicule, notamment. Je devrais, à sa place, arrêter la politique et faire autre chose. Mais en tout cas, il a été rappelé à l'ordre. Pourquoi je parlais de Benjamin Stora, l'historien a vivement réfuté les arguments de Zemmour, rappelant les conséquences destructrices de la colonisation. Quel rôle, justement, les historiens, Bedi Srenissa, devraient-ils jouer pour contrer ce type de révisionnisme dans les discours publics? Alors, les historiens, ils ont un rôle, encore une fois, mais il faut je dirais, les décorréler et les déconnecter du discours politique. Il est très important. Il est très important de le rappeler pour justement éviter qu'il y a cette altération notamment de ce travail de fond qui doit se faire d'une manière sincère et d'une manière respectueuse. Donc Benjamin Stora pourrait effectivement, et c'est ce qu'il a commencé à faire effectivement, avec le rapport qui a été transmis à Emmanuel Macron, mais c'est encore une fois un travail de mémoire, un devoir de mémoire doit se faire entre 2 parties. C'est-à-dire que la partie algérienne doit être aussi partie prenante, mais pour cela, elle a besoin effectivement qu'il y ait un contexte, je dirais, avec de bonnes intentions, mais surtout de bonne foi, notamment pour le faire. J'aimerais qu'on parle du rôle des médias, Bedi Srenissa, qui sont contrôlés principalement en France par Vincent Bolloré, notamment CNews, Europe 1, dans l'escalade des tensions entre l'Algérie et la France. Est-ce qu'il s'agit d'une instrumentalisation politique, clairement ? C'est une instrumentalisation politique caractérisée, qui plus est, puisque ça ne date pas d'hier. Après, il faut revenir aussi à la genèse du groupe Bolloré, de la bollorisation notamment aujourd'hui, justement, des médias, pour en faire, et d'ailleurs, j'en veux pour preuve à l'époque, lors d'une interview de Vincent Bolloré, où il évoquait son ambition de créer des chaînes d'opinion. Donc c'est pour dire qu'effectivement, le crime est parfait et le crime est avéré. Donc, mais effectivement, c'est des tribunes comme CNews et autres, et d'ailleurs, dans lesquelles je ne vois pas des plateaux de débat, puisque pour faire un débat, il faut avoir un minimum d'intelligence et de cerveau. Je vois plutôt un hôpital psychiatrique, avec notamment des gens qui essayent, dans un langage inaudible, notamment, casser l'Algérie et casser ses symboles. Mais au-delà de cela, c'est-à-dire que c'est aussi, je dirais, une fabrique, et c'est ça ce qui est malheureux, c'est qu'il y a quand même des organismes qui peuvent réguler ce type de dépassement et de dérive, quand il s'agit notamment d'un pays tiers, un pays respectueux, un pays audible, un pays
une des puissances justement régionales, et surtout quand ces mêmes médias s'attaquent notamment à une frange, une partie intégrante du peuple français notamment, et je évoque effectivement les Franco-Algériens ou notre communauté nationale. Donc ils devraient effectivement être un peu juges de ce marasme, un peu ces leviers notamment de haine. Et pour peut-être conclure sur ce point, ces médias aujourd'hui sont devenus des fabriques de l'extrême de tout genre. C'est-à-dire que c'est des tribunes sur lesquelles on a un certain racisme décomplexé, on a aussi une certaine islamophobie vulgarisée, et puis récemment une algérophobie encouragée par ces mêmes médias. Complètement. Et ils accordent également une tribune, vous le disiez tout à l'heure, à Éric Zemmour, mais également les dernières déclarations de Jordan Bardella qui appelait une politique de zéro visa pour les Algériens. On rappelle que la circulation fait partie de la coopération entre l'Algérie et la France. Il a déclaré, je cite, « Nous avons donné à l'Algérie son indépendance. Il faut maintenant que l'Algérie nous donne la nôtre. » C'est une déclaration assez forte et assez folle. Que pensez-vous justement de cette déclaration? Quelles pourraient en être les répercussions, encore une fois, sur les relations algéro-françaises? Je pense qu'il faut à un moment donné aussi contextualiser. Je commente les commentaires, on va dire, sérieux, donc, et puis surtout structurés. Là, c'est du braconnage électoral pur et dur. On fait face à l'archétype même de l'idéologie néocolonialiste nauséabonde. Notamment, c'est quelqu'un, et d'ailleurs que je qualifierais le petit jeune, hein, pour un peu reprendre les mots justes du président de la République. Vous avez le droit. Hein. C'est quelqu'un, effectivement, qui est frustré, c'est quelqu'un qui a des visions, notamment sur 2027, c'est quelqu'un qui essaye, tant bien que mal, de garder une certaine présence par rapport à une Marine Le Pen qui le cannibalise. Hein. Et d'ailleurs, j'aimerais bien voir la suite de cette longue série, notamment cette saison des Le Pen. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, on constate, et depuis quelques années déjà, c'est que on essaye odieusement, que ce soit Marine Le Pen ou Bardella, c'est d'avoir ce qu'on appelle une bonne conscience coloniale. C'est-à-dire qu'essayer de voir, vous savez, vous vous rappelez que le colonialisme a été un événement civilisationnel, notamment pour l'Algérie, qu'il a tout apporté. On a vu des déclarations farfelues, loufoques, de Marine Le Pen et autres. Donc c'est tout ça pour dire qu'effectivement, il y a cette surenchère dans le lexique, notamment, et dans l'approche de ces responsables politiques, ou je dirais irresponsables politiques. Mais ce qui est le plus malheureux, malheureusement, c'est un Bruno Retailleau, comme ministre de l'Intérieur, qui véhicule et distille ce type de discours de haine est lamentable, mais surtout aussi qui n'honore pas finalement la France. Et si vous me permettez juste, Nabila, là-dessus, j'aimerais aussi mettre en exergue un point très important qui s'est produit cette semaine et qui donne raison finalement à l'Algérie. L'Algérie a eu une victoire juridique et une victoire notamment politique de l'Algérie. Oui, la justice française contre Bruno Retailleau, je rappelle que c'est le ministre français de l'Intérieur qui a accusé l'Algérie de chercher à humilier la France en refusant l'expulsion d'un influenceur algérien, Doualem. Je rappelle qu'il a été désavoué par la justice française et Doualem est finalement rentré chez lui. En France. Ce qu'on appelle un camouflet cinglant. Un camouflet cinglant à 3 reprises, qui plus est, je rappelle. Et d'ailleurs, ça a été conclu par un dédommagement de cet influenceur de 1 200 €. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, moi j'aimerais bien voir ces mauvaises langues, notamment qui, à l'époque, disaient que l'Algérie a humilié la France par rapport à son rejet d'expulsion, dire la même chose pour la justice française qu'elle a humilié Bruno Retailleau. Est-ce que la justice française, elle a humilié la France? Non. Tout bonnement parce que le temps nous a donné raison et que la justice française a donné raison à l'Algérie. Vous savez pourquoi? Parce que l'Algérie est soucieuse des libertés des individus. L'Algérie est soucieuse de l'état de droit. Et d'ailleurs, Bruno Retailleau devrait s'inquiéter. Parce qu'il a une approche très personnalisée de l'état de droit et dans lequel, au fait, il confond entre ses désirs personnels et les désirs d'un État, donc, qui sont souvent fondés sur des intérêts, fondés sur une vision, fondés sur une diplomatie. Et vous avez parlé de quelque chose de très intéressant il y a quelques minutes en parlant d'islamophobie, on parle également en France d'arabophobie, d'algérianophobie qui semble se normaliser finalement dans certains discours publics en France, notamment chez des figures politiques et médiatiques, on disait il y a un instant. Comment vous percevez, Baidies Renissa, l'impact de cette hostilité sur les relations franco-algériennes et sur la communauté algérienne établie en France que vous connaissez bien d'ailleurs, hein? Vous savez, je vais aller plus loin, c'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, après
après l'algérophobie, aujourd'hui, moi, ce que je qualifie, on est en train de vivre l'algérothérapie. C'est une thérapie exutoire, notamment, qu'a trouvé l'extrême droite et la droite extrême, pour essayer de occulter les vraies problématiques des Français. Et c'est pour ça que c'est devenu carrément une thérapie. Bon, passons. Oui, ces discours ont un impact négatif, néfaste, notamment sur notre communauté. On ne peut pas vivre et dire qu'on vit normalement quand on est ciblé systématiquement à chaque fois, quand on a un délit de faciès. J'en veux pour preuve récemment cet humoriste, notamment sur une chaîne, qui a été écarté parce qu'il avait, pour eux en tout cas, une prédisposition d'être salafiste et d'être islamiste sur un plateau français. Ouais. Mais ce qui cache l'envers du décor, c'est qu'en fait, on ne veut pas avoir une représentativité. On ne peut pas avoir des gens de couleur, justement, sur les tribunes, notamment médiatiques. On ne veut pas carrément que l'autre, notamment, y compris les membres de la communauté nationale, réussissent et soient mis en lumière et soient mis en exergue. Mais pour revenir à notre communauté, et ça, surtout d'ailleurs, les personnes qui sont en situation irrégulière, malheureusement, ils rasent les murs, puisqu'il y a cette frustration, il y a cette peur. Jamais, au grand jamais, peut-être depuis les ratonnades, on a vécu ce type de climat anxiogène, de climat délétère, de climat aussi de délation, puisqu'il est question aujourd'hui aussi de mettre tout le monde dans le même panier, mais surtout aussi je dirais, stigmatiser notamment nos compatriotes, surtout ceux qui sont en situation irrégulière. Ceux qui sont bien évidemment en situation régulière, ils n'en échappent pas non plus, puisque aussi ils font l'objet de ciblage, ils font l'objet... Ah mais sur ça, moi j'aimerais vous relancer. Nous avons reçu votre ami Gamal Abina dimanche dernier, qui nous a parlé d'un témoignage d'une chose qu'il a vécue, mais il a également abordé la chose que vous avez vécue, Badis Khenissa, au niveau de l'aéroport. On parlait de ces mesures discriminatoires envers les Algériens qui voyageaient et qui venaient aux aéroports, qui partaient et venaient des aéroports de France, de Paris, Roissy-Charles de Gaulle et Orly. Vous avez été justement victime de ces mesures discriminatoires. Vous pouvez nous raconter brièvement la chose que Gamal Abina l'avait fait la semaine dernière, on te salue d'ailleurs. Tout à fait, enfin, je suis un grand voyageur, effectivement, lors d'un déplacement ici professionnel, et j'ai été victime de cette intimidation qui a duré quasiment en cumul 20 minutes. En plus pour des raisons farfelues, encore une fois. Mais moi, je m'inscris aussi, et là, vous me permettez aussi peut-être de rendre hommage à nos autorités algériennes, et alors peut-être le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui n'ont pas daigné effectivement de réagir notamment à tout ce que subissent nos compatriotes, notamment en matière d'intimidation, puisqu'on sait que la France, en tout cas une frange de la France, va les prendre comme un levier de pression notamment. Vous savez, c'est beaucoup plus sibyllin et beaucoup plus pernicieux, comme ces intimidations ont pour objet aussi parfois de diviser la communauté de la mère patrie. Et c'est mal connaître. Que notre communauté s'organise, dérange finalement la France ? C'est pas qu'elle dérange, on aimerait bien, dans un prisme de regard, notamment de partisans de l'Algérie française, l'avoir asservie, l'avoir mise sous tutelle, l'avoir justement paternalisée. Et or, il s'avère qu'aujourd'hui, l'Algérie, enfin la communauté algérienne, ce n'est pas du tout la première génération, on en est à la 4e génération. La communauté algérienne, elle soutient beaucoup de secteurs, notamment stratégiques, y compris celui de la santé en France. Elle rayonne, elle fait le bonheur des économies du monde, y compris en France. Elle est un levier prépondérant, notamment en matière de développement. Elle est éclairée, elle rayonne, et puis surtout, elle est un curseur, notamment, qui est censé être justement exploité à bon escient, puisque, rappelons-le, 6 à 7 millions d'Algériens, on est censé les prendre comme justement une passerelle, un trait d'union notamment, pour renforcer, consolider les relations bilatérales. Or, il s'avère que c'est tout le contraire. Cette droite extrême et cette extrême droite essaient de la stigmatiser pour, encore une fois, l'exclure notamment de cette équation diplomatique. Mais donc voilà, je reviens un peu sur aussi les autorités algériennes et le président de la République, qui, je rappelle, a un attachement profond, notamment vis-à-vis de notre communauté, et ils n'ont pas hésité effectivement à prendre position pour défendre les intérêts. Je reviens sur l'affaire tragique de Naël, notamment l'assassinat odieux de Naël par un policier, où il y a eu ce communiqué des affaires étrangères, et récemment ce communiqué aussi vis-à-vis des intimidations à l'égard de notre communauté. C'est pour dire qu'effectivement, le président de la République donne un message très clair à notre communauté d'abord, pour dire que où vous êtes, là où vous êtes, nous sommes là auprès de vous.
Et au volet diplomatique, Bedis Ranissa, vous qui êtes expert en relations internationales, l'Algérie, vous le savez, joue un rôle de plus en plus affirmé sur la scène internationale, notamment au Conseil de sécurité de l'ONU. Elle est membre non permanente. La France, est-ce qu'elle doit revoir son approche, reconnaître l'Algérie comme un partenaire incontournable plutôt que comme un ancien précaré? Écoutez, il me semble pertinent de rappeler à la France qu'il faut à un moment donné sortir du déni et puis surtout sortir de cette prise d'otage notamment ces artisans, encore une fois, de l'Algérie française. L'Algérie nouvelle dérange, et pas que d'ailleurs l'Algérie nouvelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on le voit, même le génie de la révolution algérienne dérange, notamment y compris les descendants de ces partisans de l'Algérie française. Or, comme vous l'avez dit à juste titre, l'Algérie nouvelle aujourd'hui s'est hissée sur le sommet de la diplomatie mondiale. L'Algérie nouvelle aujourd'hui, au sein du Conseil de sécurité, jamais, et d'ailleurs j'en veux pour preuve la présidence tournante pendant janvier, le mois de janvier notamment de l'Algérie, on n'a jamais autant fait bouger les lignes. Et d'ailleurs le cessez-le-feu de Gaza s'est conclu lors de cette présidence. C'est pour vous dire qu'effectivement, l'Algérie aujourd'hui est incontournable. L'Algérie aujourd'hui est une partie, est un poids lourd, notamment dans cette équation diplomatique. D'ailleurs, qu'elle soit continentale, régionale et même mondiale, puisque je rappelle aussi qu'on se bouscule, hein, notamment à la diplomatie algérienne. Nous avons vu, et par la diplomatie équidistante de l'Algérie, par la position médiane de sa diplomatie, par aussi son ADN, de la virtuosité, de la bienveillance, qui tire son essence justement des principes du 1er novembre, des principes aussi des valeurs que nous défendons, à défendre les causes justes, défendre les causes communes, les intérêts communs, les intérêts des peuples. Donc l'Algérie aujourd'hui est incontournable et la France va devoir s'y faire tôt ou tard. Absolument. Et pour justement, on arrive presque à terme de notre émission. Pour résumer le propos, Badis Renissa, si vous deviez identifier une mesure forte et symbolique qui pourrait amorcer une réelle détente entre Alger et Paris, laquelle recommanderiez-vous? Instaurer des canaux officiels et instaurer un apaisement dans un contexte serein qui s'y prête, mais surtout, si vous me demandez peut-être d'en retenir qu'une seule, c'est d'arrêter cette secte anti-Algérie aux abois qui se donne à cœur joie de prendre les tribunes comme justement des leviers justement de discours de haine contre l'Algérie. Badis Renissa, sur ce message de paix, je rappelle que vous êtes expert en relations internationales, président de la commission coopération internationale de la communauté nationale. Merci d'avoir été l'invité du jour. L'invité du jour, c'est terminé pour ce matin. On se retrouve demain. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle suite des programmes sur Alger Chaîne 3.